Bonjour, bonsoir et bonne nuit à tous. Bienvenue dans ce premier et nouvel épisode du Dessous du Canama, l'histoire du cinéma au Canada. Suite à une énorme commande de 2 épisodes, nous allons donc vous conter l'histoire du cinéma canadien. Vous l'aurez compris, le format d'épisode ne nous permet pas de vous relater l'histoire du cinéma canadien dans les plus moindres détails. C'est pourquoi nous allons uniquement vous donner les détails essentiels à sa compréhension. Dans cet épisode, nous allons voir comment le cinéma canadien passe d'un cinéma prisonnier de la colonisation et des major companies américaines à un cinéma reconnu internationalement à la fin des années 50. L'histoire du cinéma au Canada est en quelque sorte un préquel d'un réel cinéma canadien. En effet, à cette époque, on pouvait y remarquer la présence de pionniers aussi bien français qu'anglais qu'états-uniens. Ceux-ci viennent donc y filmer et exportent leurs grandes productions nationales. Avec un premier public de cinéma friand d'images exotiques, la Bioscope Company of Canada se crée pour répondre à cette demande. Cependant, on ne peut pas parler d'un réel cinéma canadien du fait que le plus célèbre des films ayant été tournés au Canada à cette époque a été réalisé par un réalisateur américain, Robert Flaherty avec Nanook l'Esquimau. Comme quoi, les pionniers, ça te prend tout, même pour l'art. C'est alors qu'en 1910, dans un pays à la diversité culturelle aussi imposante que son territoire, naissent les premières boîtes de production et ainsi les premiers courts-métrages. En 1914, le premier long-métrage apparaît à Halifax. Évangeline, pour ne pas le citer, montre une production majoritairement concentrée à l'est du pays. Cependant, l'économie seulement naissante du cinéma canadien est alors beaucoup trop fragile pour résister à son rival états-unien. Ce dernier rachète ainsi toutes les boîtes de production et les réseaux de distribution et toutes les salles du cinéma au Canada. Ainsi, le cinéma canadien devra alors se cantonner à de courts-métrages documentaires. C'est ainsi que les États-Unis, dignes d'un western hollywoodien, enterrera la fiction canadienne et rangera les Canadiens du côté de ceux qui creusent. Pendant plus de 30 ans, la production de longs-métrages canadiens se réduira à quelques rares efforts. Du côté anglophone, seuls 2 films se feront. Un muet, qui a tenté en 1927 de relancer les studios de Trenton, mais qui n'a jamais réussi à se faire entendre. Et un parlant qui, en 1931, sera tourné en Terre-Neuve. Du côté francophone, une douzaine de longs-métrages dignes d'une qualité gustative anglaise seront tournés. Ainsi, nous pourrons citer Un homme et son péché en 1948 et L'esprit du mal en 1953. Jean Quintal dira en 1968, lors d'un bilan de ces 30 dernières années, que tous ces films possédaient les mêmes caractéristiques. Un scénario d'une simplicité navrante, une submersion de l'image par le dialogue et une rigidité théâtrale ridicule. La production canadienne, à cette époque, était réalisée majoritairement au Québec, par des réalisateurs étrangers ou une filiale de Columbia Pictures qui faisait passer les paysages canadiens pour ceux de l'État du Montana, tout proche de la frontière canadienne. Parallèlement à cette production inexistante de fiction canadienne, s'est développée une production de films documentaires. C'est grâce à l'Office national du film et à leur volonté de montrer un cinéma national, c'est-à-dire de montrer les hommes qui le peuplent et les idéaux qu'ils cherchent à réaliser, que cela a été possible à la fin des années 30. En 1942, l'ONF entame, sous l'impulsion du documentariste Grierson, une politique de production qui projettera pendant plus d'une vingtaine d'années le film documentaire canadien dans tous les premiers rangs mondiaux des films documentaires. C'est ainsi, durant les années 50, que l'ONF deviendra une pépinière de talents où se prépare l'explosion qui permettra au cinéma canadien de faire sa révolution une dizaine d'années plus tard. L'ONF est aussi connu internationalement pour ses animations, et notamment celle de Norman McLaren. Ce dernier ne cessera, pendant plus d'une quarantaine d'années, l'expérimentation de nouvelles techniques, toujours en cherchant d'allier le souci de l'invention à l'humour et à la poésie. Comme quoi, avec un nom de voiture de luxe, on peut se permettre de réaliser des animations de luxe et d'être la raison de la présence du cinéma canadien sur la scène cinématographique internationale au plus sombre des années 50. Le Canada est alors, durant cette période, le seul pays non socialiste qui encourage directement la production peu commerciale de courts-métrages documentaires et d'animation. La qualité de cette production est aussi étrange qu'elle n'a à montrer de ces longs-métrages aucune réussite, mais que tous ces courts-métrages
sont reconnus parmi les meilleurs internationalement. C'est à la veille des années qui verront le succès du cinéma canadien que s'achève ce premier épisode. Nous verrons, dans un prochain épisode du Dessous du Canama, comment le cinéma canadien a évolué durant les années 60 via l'ouverture sur l'international par le biais du Festival international du film de Montréal et comment il a vu la renaissance de son industrie du cinéma.